Juste un souvenir, une image. Le symbole de l'enfance que l'on maltraite, qui ressurgit brusquement du passé. Et devant cette image onirique, une arme. La police est là. Les voisins crient, toute la rue est en émoi, les gens aux fenêtres, les gosses grimpés dans les arbres, juchés sur le toit des voitures. Palerme, 6 heures du matin, soleil d'été sur un quartier pauvre. On a tiré au revolver chez Salvatore. Sa femme, Francesca, est allongée dans le couloir de l'appartement. Vêtue de noir, son corps massif, étrangement immobile, le visage pâle. Seuls les yeux écarquillés de surprise ont encore un éclair de vie. Le médecin vient de lui faire une piqûre pour soutenir le cœur, mais le pronostic est sombre. Assise sur une chaise, une jeune fille, au visage ingrat, à l'air un peu stupide. C'est Rosa, 22 ans, la nièce de la victime, témoin principal. Debout à côté d'elle, titubant, Giuseppe, 25 ans, beau-fils de la victime. C'est lui qui a tiré. L'arme est un vieux revolver qui date de la guerre de 40, appartenant à son père, gardien de nuit dans une usine, et qui n'a donc pas assisté au drame. Giuseppe est sous le choc, hébété, l'air un peu drogué même. Rosa a ce même regard un peu absent. L'ambulance n'est pas encore arrivée, mais de toute façon, cette femme va mourir. Giuseppe a tiré de face. Les balles ont atteint sa belle-mère en pleine poitrine, en plein ventre. Elle est tombée là et perd son sang depuis plus d'1 heure. Oh, l'histoire paraît simple. Une victime, un assassin, un témoin. Rosa, la nièce, a dit « C'est Giuseppe qui a tiré ». Il est devenu fou. Giuseppe a montré l'arme d'un geste épuisé. Depuis, il se tient debout à côté de Rosa, stupéfait, le regard agrippé à celui de la belle-mère, qui n'en finit pas de mourir et de le fixer avec surprise et parfois des éclairs de haine. Étrange scène. Rosa, le témoin, dit ceci. « Ma tante nous a fait boire du vin. Elle voulait qu'on se marie, Giuseppe et moi, mais lui, il en veut une autre. Giuseppe ne s'entend pas avec ma tante Francesca. C'est la 2e femme de son père. Giuseppe a perdu sa mère, elle est morte quand il avait 10 ans. Ma tante Francesca l'a élevée, mais elle ne l'aime pas. Elle lui a toujours fait du mal, c'est une méchante femme. Elle lui prend sa paye, elle loue sa chambre dans la journée pour avoir de l'argent. Elle dit toujours qu'elle a remplacé sa mère, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Stupéfait, le carabinier demande « Enfin, on ne peut pas obliger un garçon à se marier. »« Tu étais d'accord, toi ?»« Oh, moi, j'aurais pas dit non, mais Giuseppe, il en veut une autre, alors. »« Mais ma tante me disait tout le temps « Tu vas l'épouser. Je ne veux pas que l'argent de mon frère aille engraisser un autre feignant. »« Quel argent ? Tu as de l'argent ? » C'est pas vraiment de l'argent, j'ai hérité de la boutique de mon père. Je suis toute seule, moi aussi, j'ai plus mes parents. Alors elle voulait garder tout dans la famille. Tu dis qu'elle vous a fait boire du vin, mais pourquoi ? Ben pour les fiançailles. Elle avait décidé que c'était aujourd'hui. Elle voulait que Giuseppe l'annonce officiellement à son père quand il rentrerait du travail. Le vin, ça nous a rendus malades, on s'est endormis. Elle nous a enfermés dans la chambre, elle a tourné la clé. Enfermés tous les deux ? Mais pourquoi enfermés ? Parce qu'elle voulait qu'on couche ensemble. Comme ça, j'étais déshonoré, et Giuseppe était obligé de m'épouser. Et vous vous êtes laissé faire. Ben, on a compris après, quand on s'est réveillé. C'est le vin. Mais il est où, ce vin ? Dans la cuisine. C'était fort. Giuseppe a bu 2 verres, il s'est disputé avec sa belle-mère. J'ai pas tout compris. Après, il s'est senti malade, et puis moi aussi. J'en ai moins bu, mais ça tournait dans ma tête. Je me suis évanoui. Elle a mis quelque chose dans le vin ? Oh, je crois. J'ai mal à la tête. On a dormi une partie de la nuit, elle a dû nous traîner dans la chambre tous les deux. Elle est forte, vous savez. Moi, quand je me suis réveillé, j'arrivais pas à ouvrir la porte. Et Giuseppe, il était encore saoul. Enfin, il avait du mal à parler, à se tenir debout. J'ai frappé à la porte, j'ai crié tant que j'ai pu. Et finalement, elle est venue ouvrir. Comme mon oncle travaille la nuit, on pouvait demander du secours à personne. Nous sommes en 1977. Pas au Moyen-Âge. L'histoire paraît rocambolesque, mais cette femme va mourir. Et si les carabiniers commencent à comprendre
que la victime a cherché le drame, le mobile reste tout de même vaseux. Giuseppe. C'est vrai ce que dit Rosa? Ta belle-mère voulait te marier de force? Il a du mal à parler, ce garçon. Et c'est vrai qu'il a l'air saoul ou drogué. En tout cas, les yeux ne sont pas clairs, à part la haine qu'il dégage. Haine dans le regard de l'assassin, haine dans celui de la victime. Le médecin s'occupe maintenant de l'assassin. Un coup d'œil à la pupille, examen rapide, diagnostic évident. Drogué, effectivement. Alcool et amphétamine quelconque. Il faudrait une prise de sang. Mais il commence à récupérer. Giuseppe s'écarte enfin du corps de sa belle-mère que personne n'ose déplacer. Elle est tombée de travers, une jambe repliée sous elle, les bras étendus, pantin énorme et terrifiant couvert de sang. Et ce regard, qui seul vit encore, terrorise maintenant Giuseppe qui recule, va s'effondrer sur une chaise de la cuisine, se prend la tête dans les mains, ouvre la bouche pour dire quelque chose, et éclate en sanglots. Puis il se relève et se précipite pour aller vomir. Le médecin ouvre sa trousse, prépare une piqûre. Il ira mieux dans quelques minutes, je m'en occupe. La sirène de l'ambulance, enfin. Un brancard qui a du mal à passer dans les couloirs étroits, envahi par une foule de curieux. La police met de l'ordre, disperse, les gens hurlent et s'insultent. Pas facile ici de faire régner le calme. Giuseppe récupère lentement et semble réaliser un peu ce qui s'est passé. Rosa pleure à son tour, il la console. C'est pas de ta faute. Pleure pas, c'est pas de ta faute. Elle t'aimait pas non plus. Pleure pas, Rosa. Francesca est morte, dans l'escalier, sur le brancard ou dans l'ambulance. Giuseppe est un assassin incontestable. Il s'explique enfin devant un inspecteur de police. Un jour, mon père m'a dit « Giuseppe en a besoin d'une femme à la maison. Je vais me marier avec elle, elle s'occupera de toi et de la cuisine. » Elle s'est occupée de rien. Le ménage, la vaisselle, les ordures, c'était pour moi. Elle se moquait de moi, elle m'appelait Cendrillon. À 13 ans, j'en avais tellement marre d'être battu que j'ai voulu aller travailler dehors. J'ai fait l'apprenti maçon. Elle venait tous les samedis sur les chantiers chercher ma paye. Elle louait ma chambre à la journée, des fois à l'heure, la nuit. Mon père la laissait faire. Elle lui racontait des bobards, que j'étais un voyou, que je lui manquais de respect, que je volais de l'argent à la maison. Et si je protestais, je prenais des coups. Ça a duré des années. Quand j'ai rencontré Maria, j'ai dit à mon père que je voulais me marier et quitter la maison. Lui, il s'en fichait. Mais elle a continué. La première fois qu'on en a parlé, elle s'est jetée sur moi. Elle voulait me frapper, mais j'étais trop grand. Je l'ai envoyée rouler par terre. Elle s'était mis dans la tête de me faire épouser Rosa, pour l'argent, pour la boutique, pour avoir tout pour elle. Elle disait partout que Maria, la fille que j'aime, est une traînée, une putain. J'aurais voulu la tuer, mais j'y arrivais pas. Je suis parti de la maison. On a trouvé une chambre avec Maria, et on s'est caché. On voulait faire un enfant, se marier, et qu'elle nous embête plus. Et puis mon père est venu me chercher, il a dit comme ça, « Ta belle-mère veut faire la paix, et moi je veux que tu reviennes à la maison, tu es mon fils. C'est honteux de te conduire comme ça avec elle. Viens lui parler. Allez, fais-le pour moi. » Alors je suis venu hier soir. Elle avait fait à manger pour tout le monde. Elle faisait des mines, des hypocrisies. Et puis mon père a pris son travail de nuit comme d'habitude. Elle a servi du vin. Et puis Rosa est arrivée. J'ai commencé à me méfier, mais il était trop tard. Je me sentais bizarre. Et après, je me suis réveillé dans la chambre avec Rosa sur le lit. Il faisait noir. On était dans la chambre de mon père. Et je savais plus ce qui s'était passé. Enfin, tu as tiré sur elle, tu t'en souviens quand même. Oui, un cauchemar. J'entendais Rosa qui criait après ma belle-mère. Elle a ouvert la porte. Je l'ai vue dans le couloir.
Giuseppe s'arrête. Puis tout à coup, quand j'étais gosse, il y avait un arbre dans le jardin de la maison de mon grand-père. Elle a voulu qu'on l'abatte. La phrase est si déplacée que l'inspecteur laisse parler Giuseppe avec étonnement. L'arbre est tombé, il était creux. J'ai ramassé un nid d'oiseau. Il y avait 2 œufs minuscules. Mais qu'est-ce que tu racontes, Giuseppe? Un œuf était cassé. L'autre était tout rond, fragile, presque transparent. Je l'ai pris dans ma main, je l'ai mis dans mon mouchoir. Je voulais le garder au chaud pour qu'il vive, pour que l'oiseau vienne. C'est si joli, l'œuf d'un petit oiseau. C'est si triste de voir la mère affolée qui tourne au-dessus de l'arbre, qui cherche son nid. Giuseppe, revenons à la nuit dernière. Rappelle-toi ce que tu as fait. Tu as été prendre le revolver dans l'armoire de ton père, tu l'as chargé. Rose a dit que tu as fait tout ça calmement et qu'ensuite tu es sorti de la chambre pour tirer sur ta belle-mère. Elle a écrasé l'œuf dans ma main. Elle a tué l'oiseau. Je la déteste. Je la déteste. Elle était dans le couloir. Je l'ai vue écraser l'œuf dans ma main. Mais enfin, tu n'as pas tiré sur ta belle-mère pour un œuf d'oiseau. Rose a dit que tu es devenu fou parce qu'elle vous avait enfermé, tu l'as tué dans le couloir devant elle. Fou, c'est possible. Dans le couloir, c'est possible. C'est là que j'ai revu l'arbre qui tombait, le nid, la maman oiseau, et elle qui m'insultait, qui écrasait l'œuf en se moquant de moi. C'est dans le couloir, mais je revois l'arbre. Je l'ai tué, c'est vrai, oui, je sais que je l'ai tué. Et je suis content. C'est à cause de l'œuf. Quand elle a écrasé l'œuf. De la drogue. De la cocaïne mêlée au vin. Voilà ce que la belle-mère avait inventé pour obliger Giuseppe à violer sa nièce Rosa en les enfermant tous les deux dans la chambre conjugale. Ah, elle avait de belles relations à Palerme, cette virago acariâtre de 60 ans, pour se procurer suffisamment de cocaïne et rendre fou ce gamin qu'elle torturait depuis des années. Mais dans le délire de la drogue, dans ce couloir, devant cette femme mauvaise, qui se moquait encore et toujours de lui, à cet instant-là, qu'a vu Giuseppe, la scène de son enfance, le symbole. Pour toutes ces raisons, et le témoignage de Rosa confirmant ses déclarations, Giuseppe a pris 5 ans d'emprisonnement. Son père l'a maudit au tribunal. Il n'a rien compris. C'était à Palerme, en 1977. Incredibile.